Lady vous écoute aujourd'hui. Retour sur une actualité, le procès d'une femme. Voilà l'intitulé que nous proposons. Il s'agit tout simplement du procès de Simone Gbagbo. Avec nos deux invités du jour, nous revenons sur cette actualité. Merci de les recevoir avec moi. À ma droite, c'est monsieur Joseph Tchatumba. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes analyste politique, vous êtes militant des droits de l'homme, enfant dû. Merci pour votre présence sur notre plateau. Vous êtes du Congo. Et avec nous, monsieur Armand Hiré. Bonjour. Bonjour, Lady. Bonjour. Journaliste de votre État. Oui, journaliste et puis qui s'est essayé un peu à l'écriture. Un peu, écrivain donc. Merci Armand Hiré pour votre présence sur le plateau. Je voudrais vous laisser le soin de nous introduire ce sujet-là. Alors où en est-on de ce procès? Pourquoi un procès maintenant à votre avis? Oui, où en est-on? Aujourd'hui, lundi 9 mars, je crois, nous sommes pratiquement à la fin du procès. Toutes les parties se sont prononcées, même les accusés. Et aujourd'hui, après le speech mémorable de Simone Gbagbo, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, parce qu'elle a carrément réécrit, elle a carrément refait la crise ivoirienne lors de son procès, nous sommes au verdict aujourd'hui. Après, bien sûr, encore quelques petites interventions de la Cour. Le verdict, ce sera pour aujourd'hui au Palais de justice d'Abidjan-Plateau. Alors aujourd'hui, nous enregistrons, nous sommes en effet le lendemain du 8 mars. C'est symptomatique. Au moment de la diffusion, une semaine après, certainement que les choses auront évolué. Je voudrais vous laisser quand même revenir sur les chefs d'accusation, parce que quand il y a procès, pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, de quoi est-il question d'ailleurs? Brièvement, et bon, compte tenu du temps qu'on a, en 2010, fin 2010, il y a eu une crise électorale en Côte d'Ivoire, une crise post-électorale due au refus de Alassane Ouattara de respecter les décisions constitutionnelles et le choix du peuple ivoirien. C'est le journaliste qui parle ou le partisan? Non, pas forcément le partisan, mais un Ivoirien qui a vécu les faits et qui, d'une manière ou d'une autre, y a été un peu mêlé. Donc, je dis les choses comme elles sont. En fin 2010, il y a eu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire du refus d'Alassane Ouattara d'accepter le verdict d'exune et la programmation des résultats par le Conseil constitutionnel. Donc il y a une crise électorale qui a fait officiellement 3 000 morts, mais au bas mot 10 000 morts. Et on a assisté bien sûr, après la prise du pouvoir d'Alassane Ouattara, dans les chars de la communauté internationale conduits par Nicolas Sarkozy, on a donc assisté à ce qu'on appelle la justice des vainqueurs, qui a inculpé la quasi-totalité des barons du régime Laurent Gbagbo, y compris Gbagbo lui-même qui est aujourd'hui à La Haye. Et donc Mme Gbagbo, car c'est d'elle qu'il est question? Simone Gbagbo est accusée parce que, selon les infos que j'ai, il y a eu une réécriture de certains actes d'accusation. Auparavant, elle était accusée de complot contre la sûreté de l'État, de concussion, de rébellion et de divers autres actes, même de crimes économiques. Merci pour ces premières précisions. Monsieur Tchatumba, vous avez la parole. Le Congolais que vous êtes, vous avez bien évidemment suivi cet événement, cette actualité aujourd'hui aussi. Quel regard portez-vous dessus? Madame, c'est comme en Afrique tout entière. Il y a des procès bidons, il y a des procès politiques. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inacceptable. C'est la raison pour laquelle moi je suis venu aujourd'hui pour lancer et m'adresser à la communauté internationale pour que les regards, la façon de regarder l'Afrique par rapport à ces procès politiques change en Afrique. Puisque cette femme est victime pour rien. Puisque officiellement, lorsqu'on regarde la situation de la Côte d'Ivoire au temps de Laurent Gbagbo, cette femme n'avait pas une responsabilité publique et politique. Elle était tout simplement une femme d'un chef de l'État. Aujourd'hui, pourquoi est-elle inculpée aussi grave et être sanctionnée de 10 ans de prison ferme? C'est très machiavélique. Voilà pourquoi je m'adresse à la communauté nationale pour que son implication directe avec M. Sarkozy qui était à la commande pour détruire et anéantir ce peuple ivoirien qui avait accepté, choisir, faire porter leur choix sur M. Gbagbo et que M. Ouattara n'avait pas accepté les choix. C'est l'analyste politique avec toute son objectivité qui parle ou c'est le partisan quelque part? Non, non. Moi, j'ai un regard sur toute l'Afrique entière. Je vois tous les procès qui se passent dans le pays africain. Au Congo aussi, il y a des procès comme ça, Vital Kamerhe avec Madame Wivine Moneka, la même chose, des procès, il n'y a rien, des procès politiques, des procès bidons, puisqu'on ne veut pas de tel ou de tel, il faut l'anéantir, puisque nous avons l'appareil de l'État entre nos mains. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point. Vous avez évoqué le fait qu'elle n'était, entre guillemets, je reprends vos propos, que l'épouse du chef de l'État. Je le disais tout à l'heure, nous sommes au lendemain du 8 mars, au moment où nous enregistrons cette émission. Est-ce que cette dimension-là a interpellé les hommes que
vous êtes par ailleurs, parce que le fait qu'il y ait un président de la République, lequel normalement est celui qui a la responsabilité des choses de l'État, et que son épouse soit prise à partie, alors en tant qu'épouse du chef de l'État ou en tant que femme politique, qu'en est-il exactement? Sans passion. Oui, ce que je voulais dire, on va juste agencer les choses en ce qui concerne Simone Gbagbo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la nette impression et même le sentiment, on a la certitude qu'elle est poursuivie en tant qu'épouse du chef de l'État. Mais Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Elle est députée ivoirienne, députée donc de la grande commune d'Abobo, la commune dont on dit qu'elle est le fief d'Alassane Ouattara. Et elle a été aussi syndicaliste. Elle est même présidente du groupe parlementaire de son parti, qui est le Front populaire ivoirien à l'Assemblée nationale, et elle est aussi vice-présidente de son parti, donc elle a la dimension politique. Mais l'État ivoirien, aujourd'hui, avec les autorités de fait installées à Abidjan, accuse Simone Gbagbo d'avoir éventuellement été l'une des missiles domicile de son mari, et elle a, en tant qu'épouse, pris des décisions ou bien instigué des décisions qui ont éventuellement causé la situation qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Alors, avant que d'aller de l'avant, c'est souvent que les femmes sont accusées de tous les maux, qu'elles soient épouses du chef de l'État, dans le cas de ce dont nous parlons, ou Madame une telle, épouse de Monsieur un tel. Souvent, quand un homme pose un acte, quel qu'il soit, et souvent un acte malheureux, on ne voudra y voir que la main cachée de sa femme. Quand les choses sont belles, on veut croire que c'est ce monsieur qui a des belles actions. Peut-on revenir sur ce point-là, en général? En général, les femmes sont indirectement accusées. Parce que par rapport à ce que mon ami vient de décrire, de la dimension politique de cette femme, mais ce qu'on présente sur le plan international, on ne présente pas la dimension politique de la femme. On présente la dimension de la femme du chef de l'État. Une épouse d'un chef de l'État. Je précise ma question, je ne parlais pas d'elle dans ce cas précis. Voilà. J'étais justement sur tous les autres profils de femmes. C'est souvent, encore une fois, que l'épouse d'un tel va être mise en cause dès lors qu'un tel, justement, pose des actes malheureux. Mais souvent, ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Moi, j'ai dit, en tant qu'analyste, que ce n'est pas fondé. Parce que la plupart des femmes subissent par rapport à des rumeurs, par rapport à ce qu'on constate d'elles. Mais beaucoup de femmes, elles subissent. Quand elles subissent, elles sont assimilées. Et pourtant, ce qui n'est pas vrai. Toutes les femmes ne participent pas à la gestion de ce que font leurs maris, surtout dans des dimensions politiques comme celle-ci. Nous voyons en Afrique, toutes les femmes n'ont pas, il n'y a pas un statut officiel d'une femme d'un chef de l'État avec un statut particulier. Ce sont des femmes qui font des actions sociales. Mais quand les choses marchent bien, on acclame ces femmes-là. Mais quand les choses marchent mal, elles sont assimilées au chaos. Et pourtant que souvent, ce que font leurs maris, peut-être que les femmes ne savent pas. Alors, moi, je suis contre toutes les personnes qui assimilent directement la femme à des décisions, à toute cette situation-là, directement, que c'est la femme qui est impliquée. Non, ce n'est pas du tout ça. Parce que la plupart des femmes subissent sans être auteurs ou bien sans être responsables dans des décisions prises par leurs maris. Alors, puisque nous parlons du 8 mars, je voudrais vous laisser... rapidement sur la question de la responsabilité des épouses de président. Avant qu'on en arrive au président, on va y arriver, hein, si vous le permettez. Déjà, je disais, au lendemain du 8 mars, pour vous, le 8 mars, c'est quoi? Pour le journaliste que vous êtes, pour l'homme que vous êtes, le 8 mars, pour vous, aujourd'hui, cela a-t-il sa pleine place? Cela a-t-il quelque sens pour vous? Écoutez, moi, je veux dire, on va être clair, parce que je ne suis pas souvent celui qui dit les choses comme on veut les entendre. Moi, je me dis... C'est pour ça que vous êtes le bienvenu. Ces histoires de célébration, de certaines dates particulières qui sont importantes, hein, dans la lutte pour la récupération des libertés, c'est important. Mais quand on arrive à un certain niveau, on se dit que c'est des acquis de manière naturelle. C'est ce qui devait être et qui n'a pas été. Donc la célébration du 8 mars, bon, de toute façon, on peut y aller avec des thématiques assez intéressantes pour permettre encore qu'on ne revienne pas en arrière. Mais les femmes aujourd'hui, entre nous, c'est vous qui dirigez le monde pratiquement, c'est vous qui conduisez les choses, mais pourquoi vous aimez vraiment vous célébrer? Pouvez-vous revenir sur ce sont les femmes qui dirigent le monde? Oui, ce que je vous l'ai dit tantôt à propos de la question des femmes qui sont aux côtés de leur époux, de président, et qui sont des actrices dans l'ombre, ou bien qui instiguent leur mari à commettre certains actes. Non, mais prenons le cas de Simone Gbagbo simplement. Je donne et une ensuite anecdote. vous reviendrez sur les autres femmes, car il est
important je donne une anecdote rapide. de ne pas Vous savez, quand il y avait la l'extraire. crise ivoirienne, Oui. il y avait un sommet à Abuja, au Nigeria, un sommet de la CEDEAO, où on demandait à Laurent Gbagbo toute pression de la communauté internationale de participer à ce sommet. Et Laurent Gbagbo avait refusé d'aller à ce sommet parce qu'il disait que c'était un sommet de trop. Et dans les couloirs de l'Assemblée nationale, elle a apostrophé par un député ivoirien qui est le parti de l'opposition, du PDC. Et puis il lui dit, ma petite soeur, vraiment, il faut dire à ton mari, il n'a qu'à aller au sommet, les gens ont besoin qu'ils comprennent. Elle dit, mais grand frère, moi, je suis député, je suis l'épouse d'un chef de l'État. Ça, ce n'est pas une question à l'Assemblée nationale ou une question à la maison. Il est président élu de la République de Côte d'Ivoire. Il aurait pu aller à un sommet des chefs d'État. Et c'est moi, la femme, qui dois le convaincre. Vous me donnez trop de pouvoir. Donc bref, ça vous dit que parfois, elles n'ont pas le rôle qu'on veut que l'opinion publique ou bien l'entendement de certains affabulateurs veut leur donner. Alors justement, sur ce point-là, je reprends le mot affabulateur. Vous disiez tout à l'heure que les femmes sont désignées comme des coupables potentiels, oui. Quel que soit le statut de leur époux. Vous, en tant qu'homme, ne vous sentez-vous pas, n'avez-vous pas votre part de responsabilité dans un monde où le patriarcat est quand même à l'œuvre? Oui, il y a des avancées ça et là sur la question de ce qui est désigné comme étant l'émancipation des femmes, mais on voit bien que les pratiques ont la vie dure et quel que soit le statut, on va réduire la femme. Et je voudrais prendre l'exemple que vous venez de la femme est toujours réduite. Parce que par rapport... Nous sommes dans un pays aujourd'hui, nous sommes en France. En France, un chef de l'État n'a pas de femme. Il dirige, il n'y a pas l'implication d'une femme. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit des femmes, c'est du mensonge. Et encore. Ah voilà, tout ce qu'on dit aux femmes, c'est du mensonge. Les femmes sont là et ils subissent des choses parce que les hommes s'imposent. C'est depuis l'existence des temps. On est toujours, on met les femmes, on fait des femmes des coupables, on fait des femmes de ce qu'on est en train de faire. Puisque d'abord, ce qui se passe par rapport à la Côte d'Ivoire, en Afrique, il n'y a jamais eu un procès par rapport, pour une femme, concernant une femme d'un chef de l'État. Aujourd'hui, c'est un premier procès en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous, les Africains, nous devons ouvrir l'œil pour regarder cette histoire, puisque ça quittera Côte d'Ivoire, ça ira dans un autre pays, puisque comme on est en train maintenant d'assimiler les femmes qui ne sont pour rien du tout, cette femme est pour rien du tout. Alors tout de même, sur le pour rien du tout, monsieur disait tout à l'heure qu'elle est femme politique. Cela pose une véritable question. Faut-il, quand on est femme politique, renoncer à sa carrière politique parce qu'on est devenu épouse de chef d'État, parce que la question se pose. Il y a d'autres femmes qui sont épouses de chef d'État qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas de parcours politique elles-mêmes. Est-ce que vous pensez que cela ne va pas avoir d'incidence, non pas le procès, mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et que vous énoncez aujourd'hui, cela ne va-t-il pas amener les femmes peut-être à reconsidérer leur désir de rentrer en politique? Et cela n'est-il pas injuste que de leur brandir une épée de Damoclès? Je pense pas. Je pense que l'engagement politique est d'abord, avant tout, un engagement personnel, un engagement de conviction. Et puis ensuite, on parle de conviction avant d'arriver peut-être à des idéologies ou bien à des repères. Donc, pour des femmes comme Simone Gbagbo, c'est des femmes qui émergent pratiquement dans nos contrées, on va dire, chaque 50 ans, à mon humble avis. Parce qu'il y a eu la décennie des héroïnes des indépendances, partout en Afrique, et il y a celles qu'on peut appeler les précurseuses des héroïnes qui sont de la graine de Simone Gbagbo et autres. Et elles ne sont pas nombreuses véritablement. Donc, des femmes renoncent, de la trame de Simone Gbagbo, il me sera difficile de voir des femmes de ce genre renoncer à un chemin politique dans leur pays simplement parce qu'elles sont épouses de chefs d'État. Leur engagement, elles l'ont peut-être pris même avant de croiser leur époux. Et elles ont eu parfois... si vous voulez, des mandats électifs avant même de, effectivement, être l'épouse d'un chef d'État. Donc, il y a ces femmes de conviction-là à qui on ne peut pas dénier leur engagement politique tout en jouant leur rôle d'épouse de chef d'État ou bien de mère. Alors justement, quelque part, on voudrait voir qu'il y a un conflit d'intérêts. N'y a-t-il pas un message comme ça subliminal qui est donc passé aux femmes en disant, bon, déjà quand vous vous mêlez de politique, vous ne serez pas nécessairement les bienvenus. En plus, si d'aventure votre époux, lui aussi, était engagé en politique, et je ne parle même pas qu'il est chef d'État, voilà, déjà, il faut faire un choix. Vous restez à vos casseroles et vous restez Madame une telle, ou vous rentrez en politique et c'est à vos risques et périls et on peut avoir un procès. Est-ce que ça n'est pas ce qu'on est en train de faire comprendre aux femmes, dans le même temps qu'on leur reproche de ne pas s'engager politiquement? Ça dépendra à ce moment-là du rôle que joue le mari, si le mari a une légitimité populaire. Parce que la plupart des dirigeants qui, aujourd'hui, les femmes tombent dans ses pieds, ce sont des dictatures en général. Quand un homme est dictateur, il n'a pas, comme le cas de Côte d'Ivoire, les élections, il y a eu un contentieux électoral.
et le monsieur Ouattara n'est pas accepté par les Ivoiriens, directement, la femme... Monsieur Ouattara n'est pas accepté par certains Ivoiriens. Par certains Ivoiriens. Alors, les plus nombreux d'ailleurs. Nombreux, parce que quand vous n'avez pas de chiffres, je ne voudrais pas qu'on rentre dans la polémique. Non, monsieur, ceci n'est pas le lieu. Oui, d'accord, on va recentrer le débat, mais on a quand même les chiffres. Peut-être épargne-moi aussi ça, mais je dis, en général, les élections, nous savons comment il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. La femme, là, a subi aujourd'hui la conséquence, puisque son mari Monsieur est déjà dans une Tchakoumba, prison. vous répondez pour Simone Pagbo. La question est la suivante. Oui. Est-ce que toute femme qui voudrait s'engager en politique ne devrait-elle pas reconsidérer ce projet au regard de ce que son mari, lui aussi, pourrait être en politique? Voilà, et la question est, est-ce que ça n'est pas une manière de signifier par ailleurs à la gente féminine en général qu'un projet politique devrait être remis en question si d'aventure le mari était concerné? Projet politique, comme mon ami venait de dire, c'est une conviction personnelle. Quand une femme est engagée en politique, il a ses convictions. Le mariage, c'est autre chose. Mais maintenant, moi, j'explique par rapport à l'environnement que vivra cette femme politique à côté de son mari. Mais si son mari a légitimité populaire, c'était mari élu démocratiquement, il y aura, les choses seront claires. Mais toutes les femmes politiques mariées ne sont pas mariées à des hommes qui sont présidents de la République, soyons clairs. Voilà pourquoi je vous disais, reconsidérons la question de manière générale. Parce non, mais de manière générale... Il y a des femmes qui ont eu de très bonnes carrières, en même temps que leur mari sur le plan politique, qui n'étaient pas forcément des femmes de président. Moi, quand je me rattache à mon pays, quand j'ai eu encore la chance d'être un peu audacieux dans une entreprise ivoirienne, j'ai reçu une dame députée qui était son deuxième époux, qui était aussi député, et tout en riant m'a dit « Ah, le Dieu ne me met que devant moi des parlementaires comme moi ». Donc vous voyez, ils avaient leur carrière. En même temps, quand on est parlementaire... voilà, on est dans le milieu parlementaire. Voilà, et même pour amener un peu le débat, à titre personnel, juste une anecdote bref, moi, c'est la mère de mes enfants qui m'a mis le trier dans le milieu politique, parce qu'elle était activement militante. Mais il a été évident pour elle que quand j'ai commencé à prendre de la graine, elle a jugé bon de faire un retrait pour me permettre, moi, d'avancer. Donc, alors, en quoi est-ce qu'il aurait fallu qu'elle se rétracte pour que c'est son choix, c'est son choix, qui était forcément celui de préserver l'harmonie familiale, que éventuellement de se retrouver dans les meetings ou bien dans certaines situations de débat avec, et de laisser la maison vide. Ça, les femmes peuvent faire ce choix-là quand elles sont d'une manière ou d'une autre confrontées à ce choix, bien sûr. Elles peuvent le faire. Mais je le dis et je le redis, ça n'a véritablement pas d'impact et la femme ne doit pas considérer que parce que son mari est engagé en politique et qu'il est au devant de la scène et qu'elle doit se rétracter ou bien mettre un bémol à ses convictions, simplement parce qu'en Côte d'Ivoire, on a jugé Simone Gbagbo sur la base du fait qu'elle était épouse du chef de l'État et qu'on a requis, le procureur a requis à la date où nous faisons cette émission 10 ans de prison contre elle. Non, on ne va pas noyer des ambitions simplement parce qu'il y a des dictateurs qui instiguent la justice et la barbarie pour pouvoir régler des comptes. Je voudrais vous laisser réagir sur « on ne va pas laisser la maison vide ». Oui, c'est souvent, ça cause des problèmes quand tous les deux sont engagés en politique. Ça cause toujours des problèmes parce qu'il y a des ambitions, il y a l'idéologie, il y a la conquête du pouvoir. Parce que la politique, c'est la conquête du pouvoir. Je peux prendre un cas précis de là où nous vivons. Il y a eu une femme ici, qui était une femme mariée avec quelqu'un. Il a eu des ambitions présidentielles, Madame Ségolène. Vous voyez, au sommet de l'État, il y a eu cassure. C'est-à-dire que quand il y a eu des ambitions, quand il y a eu des conquêtes de pouvoir, on oubliera les casseroles. C'est la raison pour laquelle, quand une femme commence à monter en politique, à cette dimension-là, il y a toujours eu des problèmes d'idéologie. Il y a toujours des problèmes. Qui est-ce qui a un problème? Est-ce son époux qui a un problème à ce moment-là? Parce que pour elle, les choses sont claires. Elle est en politique, elle est engagée, elle continue. Souvent, qui est-ce qui en prend ombrage? Non, c'est le mari. Et pourquoi souvent, donc? Alors, questionnons cela. À ce moment, à une dimension donnée, le mari ne veut pas qu'il se voie égal ou bien dominé par la femme. C'est naturel. Moi, je trouve que c'est des complexes. C'est un complexe d'un homme. Parce qu'à ce moment-là, nous voyons ce qu'il y a eu ici. La femme a commencé à monter jusqu'à arriver aux échelons très élevés. Il y a eu cassure. Parce que l'homme ne s'est pas retrouvé. L'homme a manqué le contrôle. Parce que l'homme veut toujours avoir la même sur sa femme. Est-ce qu'elle n'a pas écrasé aussi parce qu'elle avait une irrésistible ascension? C'est ça aussi pour revenir au cas de Ségolène Hollande. Je pense qu'à un certain moment donné, Ségolène n'a pas peut-être joué son
son rôle de femme, elle a joué son rôle... Comment cela? Quand on a un compagnon, qu'on a fait des enfants et puis qu'on a sa carrière politique, c'est quoi son rôle de femme? Non, mais justement, quand on a une carrière politique et qu'à un certain moment donné, on est leader par rapport à son mari, ben, il va falloir faire le retour toujours. Dans certains éléments et retrouver son rôle de femme au foyer. Mais alors, justement, puisque vous en avez fait état, comment avez-vous géré cela? Parce que vous dites son rôle de femme, un monsieur prend ombrage, quelqu'un parlait de complexe tout à l'heure, de complexe mal placé, de complexe d'infériorité, parce que la dimension politique d'une femme n'est pas censée avoir quelque incidence que ce soit à l'intérieur de sa vie privée. Non, ça influence. Alors pourquoi est-ce que les hommes en prennent ombrage à tel point qu'il faille que les femmes renoncent? On a vu d'autres schémas, même des femmes qui sont épouses ou compagnes d'hommes politiques, quand bien même elles ne sont pas elles-mêmes en politique. Je voudrais parler là de Claire Chazal au moment où elle renonce à sa profession de journaliste. Quand c'est la femme qui a l'ascension politique et l'homme n'est pas dans le règne de politique, il y a l'équilibre. Mais quand tous les deux se retrouvent sous la même scène, en tout cas, il y a toujours des problèmes de positionnement, il y a toujours les problèmes des complexes, là, ça va s'installer. Mais pour revenir quand la femme monte et en politique, si son mari n'est pas aussi en politique, il y aura l'équilibre. Mais quand tous les deux font la même chose, en tout cas, il y aura cassure. Je parlais de Claire Chazal, mais j'entendais Anne Sinclair, vous l'aviez compris. Anne Sinclair, justement, c'est ce que je voulais rectifier. Oui. Mais je veux dire, pour parler d'Anne Sinclair, peut-être qu'elle s'est dit qu'elle allait se retrouver face à parfois un conflit d'intérêt. Comme on le dit dans le milieu de la fin, un délit d'initié, parce que son homme étant en ascension, il était présidentiable et tout et tout. L'inverse est-il envisageable d'ailleurs? L'inverse peut être envisageable. Mais je veux dire, tout se décide. Ici, aujourd'hui, on est dans le procès d'une femme, mais on dévie sur les relations entre hommes et femmes politiques dans un couple. Bon, c'est ça aussi, Lady nous écoute. Mais ce que je veux dire, brièvement, ce que je voulais dire, c'est que ça se discute, puisqu'il s'agit de couple. On peut éventuellement faire des choix, soit on décide d'y aller tous deux, parce que chacun est dans un fief et un domaine différent. Mais quand on a les mêmes visées, ça dit par exemple qu'on a le même poste qu'on vise ou bien la même situation, la même sphère géographique dans laquelle on évolue politiquement, ça peut envoyer des frictions. Mais vous est-il venu à l'idée lorsque votre épouse vous dit à ce moment-là, voilà, toi tu avances en politique, moi je freine, vous est-il venu l'heureuse idée de dire mais non, absolument pas, ma chérie, tu avais de l'avance, tu la gardes? Sincèrement, je vous regarde droit dans les yeux et je lui ai dit, tu fais une erreur. Mais elle avait fait son choix. Elle avait fait le choix d'être mère au foyer. Oui, mais le choix qu'elle fait, est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas insisté pour l'encourager? Parce qu'on sait bien que quand un homme veut quelque chose... Franchement, comme je vous dis, je vous regarde droit dans les yeux. Au moment où cette décision se prenait, véritablement, j'étais dans une autre dimension où je ne m'attardais pas vraiment sur les détails. J'étais en pleine ascension, j'avais la confiance de pas mal de décideurs. Pour moi, il fallait foncer. Donc, ce qu'elle me disait, je trouvais ça comme un trop plein d'amour et je n'ai même pas pensé à elle. Donc, il y avait un peu d'égoïsme aussi. Voilà, un peu... Je n'ai pas de mal à vous croire, monsieur. Je prends le cas de mon pays. Oui. Il y a eu un président dans notre pays, un ex. Et il est arrivé au point d'éliminer même physiquement sa femme. Pourquoi sa femme a commencé plus à les conseiller de ne pas foncer dans la destruction du pays de cette façon-là. Elle a préféré l'éliminer. Dans notre pays, ça se fait. Les dictateurs le font. Maintenant, dans ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons vu l'équilibre et l'autorité qu'avait la femme, Simone, par rapport à son mari. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si elle est accusée, puisqu'elle était plus exposée que par rapport à beaucoup d'autres femmes. L'autorité à laquelle vous faites allusion, n'est-ce pas un fantasme aussi de l'extérieur? Parce que personne n'est derrière les portes des chaumières. Quand un couple rentre chez lui, il rentre chez lui. Chacun, après, à l'extérieur, peut s'imaginer qu'elle est accusée, elle était beaucoup plus accusée. Mais oui, mais ce n'est que la conséquence de ce fantasme-là. Ouais, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de clichés médiatiques quand même sur le cas Simone Gbagbo. Voilà. De la prendre comme celle qui, d'une manière ou d'une autre, gérait un pays. Alors que pour ceux qui ont approché Laurent Gbagbo et qui le connaissent bien, c'est quelqu'un à qui on n'impose rien. La preuve en est, c'est qu'il est allé jusqu'au bout, comme il a dit lui-même, et qu'il a pratiquement failli y laisser sa peau. Alors qu'il aurait pu, comme le disent certains, partir tranquillement et se refaire après. Donc ce n'est pas à des gens comme
Laurent Gbagbo, qu'on impose des choses, même si on est sa femme. Et même si on est femme politique. Même si on est femme politique. Simone, elle a eu une dimension à partir du moment où, en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas elle seule. Il y a plusieurs femmes comme ça qui ont eu cette dimension à partir du moment où le président de la République, encore en train de se battre pour les droits des femmes, a demandé, pour les droits démocratiques, pardon, a demandé à ce que les débats parlementaires soient télévisés. Donc on faisait un direct et les différents députés intervenaient au vu et au su de la nation. Au vu des interventions de Simone Gbagbo, bon, elle a pris de la graine et puis parfois, on prenait en compte ce qu'elle disait. Et puis, bon, les gens trouvaient qu'elle prenait beaucoup plus de décisions parce que le député, souvent, quand il parle, il se met à la place de l'exécutif. Et quand ce qu'il vient de dire est entériné 2 jours par l'exécutif, on va dire non, mais c'est Simone Gbagbo a dit ça, son mari a exécuté. Alors, tout de même, pour commencer à conclure cette émission, je le rappelle, nous sommes une semaine avant la fin de ce procès-là. Quels sont vos pronostics? C'est-à-dire qu'au moment où nos téléspectateurs nous regardent, quelque chose a été dit. Que pensez-vous qu'il soit dit en 30 secondes seulement? Moi, ce que je veux dire, c'est que Simone Gbagbo est innocente. C'est un procès unique, c'est un procès cynique. Elle a repéré la crise électorale. Non, la question est la suivante. Que pensez-vous que cela donne comme issue? Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne est face à d'histoire. Moi, je ne pense pas que Simone Gbagbo puisse être condamnée au nom de la réconciliation nationale. Monsieur, quel est votre pronostic? Non, mon pronostic, c'est... Si cette femme serait condamnée, ça serait fatal pour la Côte d'Ivoire. C'est ça votre pronostic? Oui, ça serait très fatal pour au conditionnel donc. Merci beaucoup messieurs pour avoir accepté de participer à cette émission. Nous voulons espérer que cela va accompagner chacune dans son cheminement personnel politique parce que bien évidemment ce qui est fait marque d'histoire et chacun en tout cas prendra acte. À demain.